Vient maintenant la deuxième leçon qui dit « Pourquoi devrions-nous enseigner la littératie financière ?» Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en 1923, une réunion a eu lieu à l'Edgewater Beach Hotel de Chicago. De nombreux dirigeants mondiaux et de très riches hommes d'affaires y ont participé. Parmi eux se trouvait Charles Schwab, propriétaire d'une gigantesque entreprise sidérurgique, et Samuel Insull, qui était à l'époque président de la plus grande société de services publics. Beaucoup d'autres grands industriels étaient également présents. Mais 25 ans plus tard, beaucoup de ces hommes moururent pauvres. Certains se suicidèrent. D'autres perdirent même l'équilibre mental. Le vrai problème, c'est que les gens sont tellement occupés à gagner de l'argent qu'ils oublient la chose la plus importante, le conserver. Vous pouvez gagner autant d'argent que vous voulez, mais apprendre à le garder, voilà le véritable jeu. Si vous maîtrisez cela, alors aucune situation difficile, ce que les gens appellent souvent urgence, ne pourra vous déstabiliser. Avec une bonne planification, vous pouvez même éviter la plupart des crises avant qu'elles n'arrivent. Regardez les gagnants de loterie. Beaucoup qui remportent des millions vivent confortablement pendant quelques années, puis reviennent à leur état financier d'origine. La plupart des gens posent des questions comme « Comment devenir riche? Que dois-je faire pour le devenir ?» Et la plupart des réponses à ces questions les déçoivent. La vraie réponse est la suivante. Apprenez d'abord à devenir financièrement lettré. Imaginez que vous vouliez construire l'Empire State Building. D'abord, vous devez creuser un trou profond, puis poser des fondations solides. Mais si vous voulez seulement construire une petite maison, une dalle de béton de 15 cm suffit. Malheureusement, la plupart des gens essaient de bâtir un Empire State Building sur une dalle de 15 cm. Que se passe-t-il? Le bâtiment s'écroule. Le père pauvre voulait seulement que Robert étudie dur, mais le père riche voulait qu'il devienne financièrement lettré. La plupart des systèmes scolaires enseignent seulement comment construire la maison, mais pas comment poser de vraies fondations. L'éducation a son importance, sans aucun doute, mais dans la vie réelle, ce n'est pas tout. Et c'est là qu'arrive la troisième leçon. Comprenez la différence entre passif et actif, et achetez toujours des actifs. Au début, cela peut sembler simple, mais en réalité, c'est cette règle unique qui rend les gens riches. Souvent, les pauvres et les classes moyennes confondent les passifs avec des actifs. Ils pensent que leurs responsabilités sont leurs richesses. Mais les riches savent exactement ce qu'est un actif et n'achètent que cela. Le père riche croyait au principe KISS, Keep it simple, stupide, fait simple. Il enseigna à Robert et à son ami Mike ce principe simple qui leur permit de construire une base solide. L'essence de ce principe est « Comprenez la différence entre passif et actif et concentrez-vous sur l'achat d'actifs. » Mais si c'est si simple, pourquoi tout le monde n'est-il pas riche? La vérité, c'est que cela est vraiment simple, mais personne n'y pense. Les gens supposent qu'ils connaissent déjà la différence. En réalité, ils n'ont que de la littératie générale, pas de littératie financière. Prenons un exemple, un compte de résultat. Beaucoup pensent qu'il ne s'agit que d'un état de profit et perte. Mais la vérité est la suivante. Revenu signifie combien d'argent entre et dépense combien d'argent sort. Un bilan montre l'équilibre entre actifs et passifs. Même beaucoup de comptables ne comprennent pas comment le bilan et le compte de résultat sont liés. Mais la vérité est claire. Les actifs sont des choses qui rapportent de l'argent. Par exemple, vous achetez une maison et la mettez en location. Le loyer que vous percevez rembourse non seulement le prêt que vous avez contracté pour acheter la maison, mais, avec le temps, la maison devient la vôtre et vous continuez à percevoir un revenu. C'est un actif. En revanche, les passifs sont des choses qui retirent de l'argent de votre poche. Si vous achetez une maison pour y habiter, vous ne gagnez pas de loyer. Vous ne faites que payer des charges.
Vous comprenez donc maintenant, si vous voulez être riche, achetez des actifs. Si vous voulez rester pauvre, achetez des passifs. Les riches ont plus d'argent parce qu'ils croient au principe KISS. Les pauvres, en revanche, ne comprennent pas ce principe. C'est pourquoi l'accent doit être mis sur le fait de devenir non seulement lettré, mais financièrement lettré. Les chiffres seuls ne signifient rien. La vraie différence, c'est quand vous écrivez votre propre histoire financière. Dans la plupart des familles, c'est la personne travailleuse qui gagne l'argent. Mais à quoi cela sert-il si tout part dans les passifs? Regardons comment les classes moyennes dépensent leur argent. Leurs revenus vont principalement dans les passifs, hypothèques, loyers, crédit automobile, prêts immobiliers, factures de carte de crédit, frais scolaires, factures d'électricité et ainsi de suite. Leurs revenus entiers s'évaporent dans ces dépenses. Les pauvres, eux, n'ont peut-être pas de grands passifs, mais ils n'ont pas non plus d'actifs. Ils ont des salaires, mais chaque centime part dans les dépenses quotidiennes. Supposons qu'un pauvre gagne $1000. Sur ce montant, $300 vont au loyer, $100 au transport, $200 aux impôts, $200 à la nourriture et aux vêtements. Que reste-t-il? Rien. Parfois, ils empruntent même, et la dette les rend encore plus pauvres. Les riches, en revanche, continuent d'acheter des actifs. Ces actifs leur rapportent encore plus d'argent. Leurs revenus doublent, puis quadruplent, puis se multiplient encore. Ils contractent des prêts et les transforment en source de revenus. Par exemple, supposons que leur mensualité de prêt soit de $100. Ils louent leur maison $200. Ils donnent $100 à la banque et gardent $100 dans leur poche. Voilà de l'argent gagné sans travail direct. Donc, en réalité, la seule différence entre le père riche et le père pauvre, c'était leur état d'esprit, la façon dont ils dépensaient leur argent. Rien d'autre. En 1967, quand on demandait aux enfants ce qu'ils voulaient devenir en grandissant, leurs réponses étaient toujours les mêmes. Ils voulaient avoir de bonnes notes, devenir médecin ou ingénieur. Tout le monde croyait qu'avec de bonnes notes, ils gagneraient beaucoup d'argent. Et oui, beaucoup d'entre eux sont effectivement devenus médecins et ingénieurs. Mais même alors, beaucoup luttent encore financièrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours cru que gagner plus d'argent résoudrait tous les problèmes. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants rêvent de devenir des athlètes célèbres, des PDG, des stars de cinéma ou des rockstars, car ils savent que se reposer uniquement sur de bonnes études et de bonnes notes ne suffit pas pour réussir une carrière. À notre époque, les cauchemars financiers sont devenus très courants. Souvent, les jeunes couples mariés pensent que leur salaire va désormais doubler, puisque les deux travaillent. Vivant dans une petite maison, ils commencent à rêver d'une plus grande. C'est pourquoi ils se mettent à économiser, et toute leur attention se concentre alors uniquement sur la construction de leur carrière. Au fur et à mesure que leurs revenus augmentent, naturellement, leurs dépenses augmentent aussi. Le problème est le suivant. Lorsque vous commencez à gagner de l'argent sans être financièrement lettré, ou que vous le dépensez sans réfléchir, vous finissez par dépenser encore plus qu'avant. Cela crée un cycle qui se répète sans fin. Le jeune couple finit par gagner assez pour acheter une maison plus grande. Pour eux, cela donne l'impression d'être devenus plus riches, mais la vérité, c'est qu'ils n'ont fait qu'ajouter de nouveaux passifs. Avec une maison plus grande, leurs impôts fonciers augmentent. Bientôt, ils veulent une nouvelle voiture, de nouveaux meubles, et tout le reste en neuf. Leurs passifs ne cessent de croître. C'est ce qui arrive la plupart du temps. Quand les revenus augmentent, les dépenses augmentent aussi. Un jour, la réalité frappe. Mais à ce moment-là, ils sont déjà profondément piégés dans le rat-race, la course des rats.
C'est alors que les gens vont voir Robert, l'auteur, et lui demandent « Comment devenir riche ?» Mais cette question est elle-même la racine du problème, parce que tout le monde pense que l'argent est la solution à tout. Cette croyance est en soi une grande erreur. Le problème n'est pas que les gens ne gagnent pas assez d'argent, le problème est qu'ils ne savent pas gérer ce qu'ils ont déjà. Il y a un proverbe qui s'applique parfaitement ici. Quand tu te retrouves au fond d'un trou, arrête de creuser. La plupart des gens ont peur de parler en public. Les psychiatres pensent que la raison est la peur du rejet, la peur d'être différent, la peur de ce que les autres penseront, ou qu'ils se moquent d'eux. Et donc, la majorité des gens évitent la prise de parole en public. Ils choisissent de faire ce que tout le monde fait. Ces personnes se contentent d'être une partie de la foule. On entend souvent ce conseil commun. Ta maison est ton plus grand actif. Prends un crédit. Tu as eu une promotion, ton salaire a augmenté, achète une nouvelle maison. Parce que tant de gens le disent, nous finissons par suivre le même chemin. Nous pensons, si tout le monde le fait, c'est forcément juste. Mais non, ce n'est pas juste du tout. Le père riche disait que les Japonais comprenaient que le pouvoir de 3 choses, l'épée, les pierres précieuses et le miroir. L'épée symbolisait la force des bras, les pierres précieuses symbolisaient le pouvoir de l'argent, et le miroir symbolisait la force cachée en nous-mêmes, et ce miroir est notre plus grand pouvoir. Quand vous vous connaissez vous-même, quand vous pouvez vous tenir devant le miroir et demander « Ai-je raison ?» ou « Est-ce que je fais simplement comme la foule ?» La réponse que vous obtenez, voilà votre véritable force. Les pauvres et la classe moyenne se laissent devenir esclaves de l'argent. Voilà pourquoi ils ne deviennent jamais riches. Quand Robert et Mike avaient 16 ans, ils assistaient à toutes les réunions que le père riche organisait avec ses comptables, ses gestionnaires, ses investisseurs et ses employés. Là, ils voyaient un père riche qui avait quitté l'école à 13 ans, et pourtant, il pouvait maintenant tenir des réunions, donner des ordres à des personnes instruites travaillant sous ses ordres, et leur enseigner des stratégies commerciales. C'était un homme qui n'avait pas suivi la foule, qui avait pris des risques, qui ne se souciait pas de ce que les autres pensaient, et qui n'avait pas peur de leurs opinions. Le résultat d'avoir assisté à ces réunions fut que Robert et Mike perdirent de l'intérêt pour l'éducation scolaire. Chaque fois que leurs professeurs donnèrent des devoirs, ils devaient les faire selon les règles. Cela leur fit comprendre que l'école, bien souvent, n'épanouit pas le talent, mais l'étouffe. Elle tue la créativité et force les enfants dans un moule, les transformant en pièces mécaniques de la société. Leurs enseignants insistaient, seuls de bons résultats pouvaient les rendre riches et réussir. Robert et Mike n'étaient pas d'accord avec cette croyance. Un jour, Robert eut une dispute avec son père pauvre. Son père pauvre croyait que sa maison était son meilleur investissement. Mais il courait dans la rat race, ses revenus et ses dépenses étaient toujours égaux, ne lui laissant aucun moment de repos. Robert tenta de lui expliquer que pour lui, cette maison n'était pas un actif, mais un passif, car l'argent sortait, mais rien ne rentrait. Le père pauvre ne pouvait pas comprendre ce point. Voilà la différence entre le père riche et le père pauvre. Robert dit à son père pauvre que la plupart des gens passent toute leur vie à rembourser des prêts. Ils achètent une maison, la paient pendant 30 ans, puis en achètent une plus grande, renouvelant leur crédit encore et encore. Que la valeur de la maison monte ou non, c'est incertain. Certains empruntent même plus que la valeur réelle de la maison, s'enfonçant encore davantage dans la dette. Le plus gros problème, c'est qu'ils n'ont jamais l'occasion d'investir ailleurs. Tout leur argent est bloqué dans la maison. Ils n'apprennent jamais les investissements, ne les expérimentent jamais, et beaucoup d'actifs leur échappent. Robert donna un autre exemple. Les parents de sa femme ont emménagé dans une grande maison neuve. Ils pensaient qu'acheter une maison plus grande et plus récente était la bonne décision, comme la plupart des gens.
Mais ils furent choqués de découvrir que les seuls impôts fonciers étaient de $1000. Pour eux, en tant que retraités, c'était une dépense insupportable, hors de leur budget de retraite. Bien sûr, l'idée n'est pas de dire qu'il ne faut jamais acheter une nouvelle maison. Le point, c'est que si cet argent avait été investi dans des actifs, ces actifs auraient travaillé pour eux. Très vite, ils auraient eu assez d'argent pour acheter leur maison de rêve directement, sans aucun crédit. Alors vient la grande question. Pourquoi les riches deviennent-ils de plus en plus riches, tandis que la classe moyenne n'avance pas? La réponse est très simple. Les riches achètent des actifs, qui doublent leur argent. Leurs dépenses sont facilement couvertes par ces revenus. La classe moyenne, en revanche, attend simplement le jour de paie. Dès que le salaire arrive, il est entièrement dépensé. Rien ne reste pour investir. Et quand le salaire augmente, les impôts augmentent aussi, ainsi que les dépenses. La rat race ne s'arrête jamais. La vérité, c'est que nous vivons dans une société dominée par la dette. Considérer sa maison comme un actif est précisément la raison pour laquelle la plupart des gens restent écrasés sous les dettes. C'est l'état d'esprit de la majorité. Si mon salaire augmente, je peux acheter une maison plus grande. Voilà le bon usage de mon argent. Mais si ce même argent était investi intelligemment, la vie pourrait changer pour toujours. Au lieu de cela, les gens passent leur vie entière à travailler dur dans leur emploi, pensant que c'est leur zone de sécurité, n'osant jamais aller au-delà. Et le poids de la dette est si lourd qu'ils ne prennent même pas le risque de quitter leur travail. Maintenant, demandez-vous honnêtement, si vous quittiez votre emploi aujourd'hui, combien de temps pourriez-vous survivre? Si vous n'êtes pas financièrement lettré, si vous avez passé toute votre vie à ne compter que sur un salaire et que vous avez acheté des passifs au lieu d'actifs, votre survie serait un véritable défi. La valeur nette seule n'est pas suffisante. La valeur nette vous dit combien vous possédez, peut-être sous forme d'une vieille voiture dans votre garage. Mais la richesse signifie combien d'argent votre argent génère-t-il pour vous? Par exemple, supposons que vous ayez un actif qui vous rapporte $3000 par mois et que vos dépenses soient de $6000 par mois. Vous ne pourriez survivre qu'une demi-moisée avec cela. La solution est développer vos actifs jusqu'à ce qu'ils couvrent vos dépenses. Quand ces $6000 entrent chaque mois, vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain, mais vous commencerez à devenir prospère. Si vous quittez soudainement votre emploi, vos actifs couvriront vos dépenses. Vous ne pouvez devenir riche que lorsque vos dépenses sont inférieures à la croissance de vos actifs. Et avec cela, arrive la 4e leçon. Occupez-vous de vos propres affaires. Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, donna un jour un discours à une classe de MBA en 1947. Après son discours inspirant, les étudiants l'invitèrent à boire un verre. En discutant, Ray leur demanda soudain « Savez-vous dans quel business je suis ?» Tout le monde rit, c'était évident, il vendait des hamburgers. Mais Ray secoua la tête et dit « Non, mon vrai business, c'est l'immobilier. Pourquoi ? Parce que chaque emplacement de McDonald's était choisi avec soin, et partout où une franchise s'ouvrait, le terrain était vendu avec. Le franchisé devait acheter le terrain. Donc McDonald's n'était pas seulement une entreprise de restauration rapide, c'était aussi une entreprise immobilière. Voilà la leçon que le père riche enseigna à Robert. La plupart des gens travaillent pour tout le monde sauf pour eux-mêmes. Ils paient des impôts pour le gouvernement, ils travaillent pour l'entreprise qui les emploie, ils paient des intérêts hypothécaires à la banque. Et dans tout cela, ils oublient de travailler pour eux-mêmes. En 1947. Après son discours inspirant, les étudiants l'invitèrent à prendre un verre. En discutant, Ray leur demanda soudain « Savez-vous dans quel business je suis ?» Tout le monde éclata de rire. C'était évident. Il vendait des hamburgers.
Mais Ray secoua la tête et répondit « Non, mon vrai business, c'est l'immobilier. » Pourquoi? Parce que chaque emplacement de McDonald's était choisi avec soin, et partout où une franchise ouvrait, le terrain était également vendu avec. Le franchisé devait acheter le terrain. Ainsi, McDonald's n'était pas seulement une entreprise de restauration rapide, c'était aussi une entreprise immobilière. C'était la leçon que le père riche enseigna à Robert. La plupart des gens travaillent pour tout le monde sauf pour eux-mêmes. Ils paient des impôts pour le gouvernement. Ils travaillent pour l'entreprise qui les emploie. Ils paient des intérêts hypothécaires à la banque. Et dans tout cela, ils oublient de travailler pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce que notre système éducatif est conçu pour créer des employés, pas des employeurs. Ce que vous étudiez, c'est ce que vous devenez. Si vous étudiez la science, vous devenez médecin. Si vous étudiez les mathématiques, vous devenez ingénieur. Mais cela ne prépare pas les étudiants à la véritable liberté financière. Alors, quand quelqu'un vous demande « Quel est ton business ?», ne répondez pas seulement « Je suis médecin » ou « Je suis banquier ». Ça, c'est votre profession, pas votre business. La vraie leçon est, quoi que vous fassiez, transformez-le en business, pas seulement en emploi. Ne passez pas votre vie entière à enrichir les autres. Travaillez à rendre votre propre vie prospère. Malheureusement, la plupart des gens réalisent cela trop tard, une fois que leur prêt immobilier les a épuisés. Ils comprennent enfin que ce qu'ils pensaient être un actif n'en a jamais été un. Comme l'achat d'une voiture, elle perd immédiatement 25% de sa valeur dès que vous la conduisez. Et toutes les dépenses liées ne font qu'ajouter à vos passifs. C'est pourquoi nous insistons toujours sur la colonne des actifs et non sur la colonne des revenus. Voilà ce que signifie la véritable littératie financière. Alors, quel genre d'actifs devez-vous acheter? Voici quelques exemples. Une entreprise qui n'exige pas votre présence constante, d'autres peuvent la gérer pour vous. Si vous devez y être chaque jour, ce n'est pas un business, c'est un emploi. Des investissements immobiliers, des actions et obligations. Quand vous achetez des actifs, investissez dans des choses qui vous intéressent réellement. Parce que si vous les aimez, vous les comprendrez mieux. Robert, par exemple, aimait l'immobilier et les actions, en particulier, investir dans de petites entreprises. En suivant les conseils de son père riche, il n'a jamais quitté son travail. Il continuait à travailler, mais, en même temps, il renforçait sa colonne des actifs. Chaque dollar qu'il gagnait, il veillait à ce qu'il ne soit pas gaspillé. Il considérait l'argent comme son serviteur travaillant pour lui. Vous voulez des luxes? Très bien, achetez-les. Mais achetez-les en dernier, pas en premier. Voilà la différence entre les riches et la classe moyenne. La classe moyenne dépense d'abord pour des luxes dès qu'elle reçoit de l'argent. Les riches dépensent pour des luxes plus tard, seulement après que leurs actifs aient déjà généré des revenus. Et après avoir compris tout cela, nous passons maintenant à la leçon suivante. La 5e leçon dit « Les riches inventent l'argent ». Alexander Graham Bell, après avoir inventé le téléphone, le fit breveter. Son entreprise grandit tellement qu'elle devint difficile à gérer. Alors, il alla voir Western Union et leur proposa de vendre son brevet et sa petite société pour 100 000 $. Mais le président de Western Union refusa, trouvant cela trop cher. Peu après, la géante compagnie ATSA XT naquit. Robert, qui enseigne professionnellement depuis 1984, observa une vérité après avoir enseigné à des milliers de personnes. Chacun a du potentiel. Chaque être humain a en lui le potentiel de réaliser de grandes choses. Pourtant, ce qui les retient, ce n'est pas le manque de talent, mais le doute de soi. Après avoir quitté l'école,
Les gens découvrent que les notes seules ne suffisent pas. Ceux qui avancent dans la vie ne sont pas seulement les intelligents, mais aussi les audacieux. Pour être un génie financier, la connaissance est importante, mais le courage et l'audace le sont tout autant. La plupart des gens évitent les risques quand il s'agit d'argent. Mais pour devenir riche, vous devez prendre des risques. Car dans les années à venir, il pourrait y avoir un nouveau Bill Gates, un nouvel Alexander Graham Bell, et en même temps, beaucoup d'autres pourraient finir ruinés. Le choix vous appartient. Lequel voulez-vous être? Si vous augmentez votre QI financier, vous pouvez accomplir de grandes choses. Sinon, les années à venir pourraient être encore plus effrayantes. Parce que quand l'ancien disparaît, le nouveau arrive. Aujourd'hui est le meilleur moment pour commencer. En ce moment, les gens luttent financièrement plus que jamais parce que leur façon de penser est encore dépassée. Au lieu d'admettre leurs erreurs, ils blâment leur patron ou accusent la nouvelle technologie. Ce qui était autrefois considéré comme un actif est aujourd'hui devenu un passif. Voilà pourquoi vous devez rester à jour. Pour enseigner ce concept aux gens, Robert a même conçu un jeu appelé Cash Flow. Il enseigne comment l'argent fonctionne, comment devenir riche et comment sortir de la rat race. Un jour, pendant le jeu Cash Flow, une femme a gagné une carte bateau. Cela signifiait qu'elle avait remporté un bateau dans le jeu. Elle était très heureuse au début, mais ensuite elle a découvert que, pour obtenir ce bateau, elle devrait payer une énorme somme en impôts. Soudain, sa joie a disparu. Pour elle, le bateau n'était plus un actif, mais un passif. Elle avait l'impression que ce bateau allait en réalité la couler sous les dépenses. Elle n'a pas compris l'idée, s'est fâchée et a demandé un remboursement. On lui a rendu son argent et elle est partie. Mais plus tard, elle rappela pour dire que maintenant elle commençait à comprendre l'idée du jeu. Elle réalisait qu'elle pouvait relier le jeu à sa propre vie. Elle voyait enfin comment l'argent fonctionne réellement. Sa colère était naturelle, car quand on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à se mettre en colère. On le blâme pour nos problèmes. Mais la vérité est que, plutôt que de blâmer, il faut chercher à comprendre calmement. Alors seulement, on peut gagner le jeu de la vie. Dans le jeu Cash Flow, beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent, mais ensuite ils ne savent pas quoi en faire. Ils se perdent et finissent par tout perdre. Pourquoi? À cause de leur ancienne façon de penser qui ne les laisse pas progresser. Certains disent même qu'ils ont perdu parce qu'ils n'avaient pas les bonnes cartes. Comme dans la vie, beaucoup de gens attendent mais sans cesse la bonne opportunité. Certains la trouvent, mais disent qu'ils ne peuvent pas en profiter car ils n'ont pas d'argent. Et puis, il y en a qui ont à la fois l'argent et l'opportunité, et échouent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent même pas que c'est une opportunité. Voilà ce que signifie vraiment l'intelligence financière, à quel point vous pouvez être créatif avec l'argent. Si vous obtenez une opportunité, que ferez-vous sans argent? Si vous avez de l'argent mais pas d'opportunité, comment l'utiliserez-vous? Tout dépend de votre intelligence financière. La plupart des gens ne connaissent qu'une seule solution: travailler plus dur, gagner plus d'argent. Mais les riches savent comment créer des opportunités pour eux-mêmes, au lieu de les attendre. La chose la plus importante chez les riches est la suivante: ils savent que l'argent en soi n'est pas la véritable chose. La vraie chose est de connaître sa signification. C'est un outil. Avec lui, nous pouvons créer ce que nous voulons. Notre cerveau est notre plus grand actif. Il peut faire de nous des super riches ou des super pauvres selon la manière dont nous l'utilisons. Si vous voulez marcher aux côtés des gens qui réussissent, vous devez apprendre à développer en vous le désir de faire croître l'argent. Vous devez investir dans votre plus grand actif, votre esprit. Vous devez devenir financièrement intelligent. Prenons un exemple pour comprendre. Dans les années 1990, la situation économique en Arizona et à Phoenix était très mauvaise.
On conseillait aux habitants d'économiser 100 $ chaque mois pour les périodes difficiles. Épargner pour les urgences n'est pas une mauvaise idée, mais à quoi sert un argent qui dort? Au lieu de cela, si même une partie avait été investie, elle aurait pu croître et créer de la richesse. Les investisseurs y virent une opportunité. Les gens vendaient leurs propriétés à des prix dérisoires. Robert acheta également une maison valant 75 000 $ pour seulement 20 000 $. Ensuite, il passa une annonce au bureau de l'avocat. Maison valant 75 000 $, maintenant seulement 60 000 $. Les acheteurs se précipitèrent. Le téléphone de Robert n'arrêtait pas de sonner. En seulement 5 heures, il gagna 40 000 $ sur cette affaire, sans payer d'impôts, car cela provenait d'une note primaire donnée par l'acheteur. Cet argent fut créé directement dans sa colonne de revenus. Plus tard, la même maison vendue 60 000 $ monta jusqu'à 95 000 $. Voilà comment fonctionnent les opportunités. En repérant une seule occasion, Robert créa de l'argent sans travail acharné. Ses dépenses d'entreprise, voitures, essence, assurance, dîner avec des clients, voyages, furent toutes couvertes. Quand le gouvernement arriva pour taxer, la plupart des dépenses avaient déjà été comptabilisées comme dépenses avant impôt. Voilà la différence. La classe moyenne ne pense qu'à travailler plus dur, à épargner et à mettre leurs économies en banque pour 5% d'intérêt et à payer des impôts sur cet intérêt. Les riches, eux, investissent leur temps et leur argent dans leur actif le plus puissant, leur cerveau, et deviennent financièrement intelligents. Le monde ne reste jamais le même. Les économies montent et descendent. La technologie s'améliore sans cesse. Les marchés montent et descendent. La bourse change chaque jour. Mais si vous êtes financièrement intelligent, rien de tout cela n'a d'importance. Vous serez toujours prêt. La vie continuera à vous donner des opportunités et vous saurez comment les saisir. En général, il existe 2 types d'investisseurs. 1. Ceux qui achètent des investissements, prêts à l'emploi, c'est facile et sans tracas. 2. Ceux qui créent leurs propres investissements. Ce sont des professionnels qui gagnent souvent plusieurs fois plus que ce qu'ils investissent. Si vous voulez devenir du 2e type d'investisseur, vous devez maîtriser 3 compétences. Premièrement, apprendre à voir les opportunités que les autres ne voient pas. Votre esprit doit remarquer ce que les yeux des autres manquent. Deuxièmement, apprendre à lever des fonds. Quand la classe moyenne a besoin d'argent, elle ne pense qu'aux banques. Mais les investisseurs professionnels savent comment lever du capital au-delà des banques. Troisièmement, apprendre à organiser des personnes intelligentes. Les vrais gens intelligents travaillent avec des personnes plus intelligentes qu'eux-mêmes. C'est pourquoi, avant d'investir, choisissez soigneusement votre conseiller en investissement. Oui, tout cela peut sembler écrasant, mais les récompenses sont extraordinaires. La vie est pleine de risques, mais ce n'est qu'en apprenant à les gérer que vous pouvez devenir riche. Et enfin, nous arrivons à la 6e leçon, qui dit « Travailler pour apprendre, pas pour gagner de l'argent ». Un jour, une journaliste interviewa Robert. Robert avait déjà lu ses articles et était très impressionné par son style d'écriture. Après l'entretien, elle lui confia qu'elle voulait devenir une écrivaine célèbre un jour, comme lui. Robert lui demanda « Qu'est-ce qui t'empêche de le devenir ?» Elle répondit que son travail n'avançait pas. Robert lui suggéra de suivre un cours de vente. La journaliste expliqua qu'une amie le lui avait déjà conseillé, mais qu'elle trouvait cela trop petit, trop insignifiant. Elle ne savait pas que Robert lui-même avait autrefois fréquenté une école de vente. Le point est simple. Si vous avez du talent et que vous voulez gagner de l'argent avec, le talent seul ne suffit pas. Vous devez aussi apprendre à le présenter et à le vendre. Tant que vous ne savez pas comment montrer votre talent aux autres, il reste inutile. Vendre n'est pas honteux, c'est une compétence. Aucun vendeur ne devrait en avoir honte. C'était la plus grande différence entre le père pauvre et le père riche.
Le père pauvre se préoccupait toujours de la sécurité de l'emploi. Pour lui, un emploi sûr représentait tout. Le père riche, en revanche, insistait toujours sur l'apprentissage. Pour devenir riche, vous devez continuer à apprendre. Les écoles vous récompensent lorsque vous vous spécialisez dans une seule matière. Par exemple, les médecins obtiennent un master, puis un doctorat dans un domaine très spécifique comme la pédiatrie. Ils maîtrisent un sujet minuscule et sont récompensés pour cela. Mais pour comprendre l'argent et la vie, vous avez besoin d'une connaissance plus large. Cette connaissance vient du fait de travailler dans différentes entreprises, d'apprendre comment fonctionnent différentes choses et d'acquérir diverses expériences. C'est pourquoi le père riche emmenait souvent le jeune Robert et Mike avec lui lorsqu'il rencontrait des médecins, des comptables, des avocats et d'autres professionnels. Plus tard, quand Robert quitta son emploi très bien payé pour rejoindre le corps des Marines, son père pauvre fut choqué et déçu. Il ne comprenait pas pourquoi Robert laisserait un emploi si sûr. Mais Robert voulait apprendre, il voulait piloter des avions, apprendre à gérer des équipes de travailleurs, comprendre comment diriger une entreprise par lui-même. Après son retour du Vietnam, Robert démissionna et rejoignit la société Xerox, non pas pour l'argent mais pour surmonter sa faiblesse. Il était timide, tellement timide que l'idée même de vendre le faisait transpirer. C'est pourquoi il suivit le programme de formation en vente de Xerox. Cela le transforma. Peu après, Robert lança sa propre entreprise et expédia son premier produit. Si cela avait échoué, il aurait sûrement fait faillite. Mais il prit ce risque, car le père riche lui avait enseigné qu'avant 30 ans, il est acceptable de risquer la faillite, car vous avez encore le temps de vous relever. La plupart des employés sont payés juste assez pour ne pas démissionner, et la plupart des travailleurs travaillent juste assez pour ne pas être licenciés. Ce cycle est la raison pour laquelle ils restent coincés. Avec ce mentalité, quelques années peuvent passer, mais cela ne fonctionne pas à long terme. Voilà pourquoi la leçon est simple. Avant de choisir une profession fixe pour toujours, apprenez autant que vous le pouvez. Parce qu'une fois enfermé dans une profession, vous y restez piégé pour la vie. Et mes amis,